Ce soir. C'est une première pour vous, une première pour moi aussi. Donc, Alan vient du Luxembourg, puis c'est la première fois qu'il vient au Québec. C'est sa première conférence à Québec. Chercheur, auteur et conférencier indépendant, Alan Duc nous partagera ce soir la synthèse d'une douzaine d'années de recherche dans le domaine du grand tout. Donc, la conférence tournera autour de 3 sujets principaux, qui sont l'alchimie, le Saint Graal et l'Apocalypse. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Il va y avoir une pause, une conférence d'à peu près 3 heures avec diaporama. Il va y avoir une pause dans à peu près 1h30. Il y en a qui ont acheté des livres. S'il y en a qui veulent acheter son livre pendant la pause ou dédicacer Alan, ça va lui faire plaisir. Donc, bienvenue à Alan. Bonjour. Bonjour. Je ne vais pas crier toute la soirée. C'est pratique comme tout. C'est Madonna qui me l'a prêté. Alors, Alan, est-ce qu'on voit fermer la lumière? non, c'est celle-là. Parce que pour le... Je redescends. Je ne suis pas intéressant, c'est ce qui va venir qui est intéressant là-haut. Vous avez vu ? Voilà, attention, c'est bon. Ah, voilà. Donc, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux à cette conférence et remercier tout spécialement Luce, Desberges et toutes les personnes que je ne connais pas si bien qui ont aidé à organiser cette conférence. Me voilà enfin au Québec. Donc, c'est la première fois que j'arrive chez vous, dans votre beau pays. Je vais de l'autre côté, voilà. Et puis, nous allons donc, en l'espace comme Luce vient de dire, donc quand même quelques heures, ça va durer. Donc, vous allez devoir prendre un petit peu votre mal en patience. Ça ne peut pas se développer aussi facilement en 12 années de recherche. Et c'est quand même une synthèse. Alors, il faut s'imaginer que, malgré tout, même si ça dure un petit peu longtemps, il y a une pause, donc ça permet un petit peu de prendre l'air, d'aller aux toilettes, etc., boire un verre d'eau. Et je vais donc... parallèlement avec cette conférence, donc j'ai créé cette diaporama parce que l'image, elle, chez moi, donc dans la façon de travailler, l'image est très importante parce que souvent, donc l'interprétation qu'on a des images, et personnellement, quand on voit cette image, on a peut-être une autre vision. Et donc comme ça permet de créer une nouvelle idée. Et puis vous allez voir donc que tout ce qu'on va voir, donc c'est comme un énorme puzzle qui d'année en année a commencé tout doucement où l'image est devenue de plus en plus évidente, plus belle. Et puis, bah oui, c'est quand vous commencez un puzzle, donc les pièces, au début, il va falloir faire les contours et ça dure beaucoup de temps pour trouver les pièces. Et avec les années, donc après, comme par hasard, il y a des pièces qui viennent. Oh, tiens, celle-là, bien là. Il y a des amis qui viennent et disent, mais dis donc, t'as dit ça, tu te rends compte, cette légende, c'est exactement ça. Et puis, ah ben oui, voilà la pièce qui nous manquait, etc. Et vous allez voir comme ça que, justement, donc je vais me présenter un petit peu, vous allez voir que par cet esprit de synthèse, le synthétiseur, donc de synthétiser les légendes et tout ce qu'on connaît, on peut avoir une image globale de tous ces sujets qui sont, comme Luce vient de dire, donc l'alchimie, surtout spirituelle, donc elle est très importante pour comprendre après la légende du Saint Graal et l'Apocalypse. On est en 2012, donc, et puis là il y a certaines personnes quand même qui sont aussi très fortes pour en parler. Don James, qui est là au fond de la salle. Et donc je vais tout doucement donc, commencer la présentation. Mais encore, avant de commencer, je vais simplement parce que j'avais dit que j'allais le dire, vous parler d'une histoire d'un jeune homme qui voulait devenir prêtre. Et donc il va au séminaire, et puis pour étudier donc, la prêtrise, etc. Et puis après quelques heures de cours déjà, c'est-à-dire il a sa première heure de théologie, il y a le professeur qui vient et il leur dit, il dit aux élèves qui sont présents, donc ils veulent tous être curés, donc, qui parmi vous croit en Dieu? Et bien sûr, unanimement, tous les jeunes qui étaient là ont levé le bras. Et ça, c'est une histoire vraie, ce que je vous raconte. Hein. C'est pas la mienne, mais c'est une histoire vraie. Et après que donc, tous les jeunes garçons aient levé le bras, le professeur de théologie a dit, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur Dieu, et quand vous avez tout oublié, on va pouvoir parler d'une certaine manière. Le gars, quand il a entendu ça, lui, il a été dégoûté, donc il a laissé tout tomber et puis il n'est pas devenu prêtre, parce qu'il a été un peu choqué par la réponse. Et c'est aussi comme ça, donc, sur cet esprit-là, que je vous demanderai d'un peu oublier certaines choses éventuellement qu'on vous a expliquées, que vous avez compris,
cru comprendre. Bon, je ne viens pas imposer maintenant une idée. Je propose quelque chose et vous allez voir petit à petit. De toute manière, il y a plein de choses que vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être parfois vous allez faire comme ça, vous attirez par les cheveux. Mais on va voir. Donc, à la fin de la soirée, de toute manière, vous allez vous dire comme ça, César. Donc, vous êtes de toute manière maître de décider ce que vous voulez. Donc, on va commencer la conférence avec, bien sûr, une petite présentation de ma personne. Bon, je ne vais pas maintenant étaler ma vie privée, mais je vais quand même un petit peu... Aïe, 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 ça c'est... S'abonner maintenant, niet. Voilà. Alors, donc, une conférence révolutionnaire, on va voir ça. Qui suis-je? Alors, pour commencer, on va dire un synthétiseur, donc une personne qui prend certains sujets qui, à première vue, pourraient paraître complètement séparés, mais en trouvant éventuellement la bonne connexion, on arrive quand même à faire des liens, des connexions. Et par exemple, ici on voit bien un synthétiseur, un piano, ici le symbole de la médecine, la Jarek, ces deux symboles ont un lien très évident. La médecine et la musique, bien sûr, les vibrations et les sons. Ensuite, l'OVNI, que je suis, donc un organisme vivant non identifiable. Mais dites-vous bien que si vous êtes ici, vous êtes également des ovnis. Parce que si on prend un petit peu les gens autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on vient tous d'une autre planète. Donc on est tous des organismes vivants non identifiables. C'est mon copain qui me dit donc. Ça c'est pour vous dire que bien sûr, comme je vais venir avec des choses que vous connaissez déjà tous, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un petit peu baigné dans ce monde ésotérique, etc. Vous allez remarquer que je n'ai pas inventé la roue, que ce que je vais aborder, les sujets, c'est connu depuis la nuit des temps, etc. Mais moi, je pense avoir un peu compris le fonctionnement, je sais l'expliquer, je sais même peut-être bientôt comment l'utiliser. Surtout les lois de l'attraction, etc., les synchronicités, de comprendre le système, comment ça fonctionne. Un petit coup de vulgarisateur, et puis il faut simplifier la vie, donc c'est pour la simple raison que je dis aussi il faut dire non à l'hermétisme, parce que maintenant on a eu des siècles de savoir qui était justement réservé à des élites, que ce soit les religions, les loges, etc. Donc le vulgarisateur, c'est-à-dire de rendre les choses accessibles à tout le monde, et bon, le bébé que j'ai vu là avant, il est peut-être un peu trop jeune pour comprendre, mais mon but c'est quand même que déjà des enfants de 9 ans puissent comprendre ces sujets. Donc il y a vraiment une facilité, enfin j'essaie de réduire les choses à leur plus simple expression. Il y en a qui disent, toi ce que tu appelles simple, c'est quand même du costaud, bon. Mais j'essaie quand même en tout cas de ne pas rentrer trop dans une terminologie qui serait un peu trop compliquée. Donc ici, vous voyez un petit peu les sujets qui seront abordés. Bon, ça, on va un peu aller vite. Ça, un petit peu, on va en parler un petit peu parce qu'il y a des choses importantes. Là, ça c'est très important, Georges et le Dragon, l'alchimie. Ça aussi, on va en parler un petit peu, on va dire la clé de vie, etc. Et l'Apocalypse, parce que ici, on est aussi dans le Saint Graal, justement. Et donc, les sujets qui seront abordés au cours de la soirée. Et là, on peut dire qu'on commence tout doucement. L'ésotérisme, c'est quoi? Ben ça, c'est déjà une réponse que je ne vais pas vous donner parce qu'on va perdre du temps. Vous avez tous votre façon de voir l'ésotérisme, etc. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, surtout, c'est d'avoir l'esprit ésotérique. Pour moi, c'est comme une spirale. C'est-à-dire, c'est justement de voir les choses comme étant que chaque chose est unie d'une certaine manière. Et notre esprit va avoir la possibilité de faire ces synthèses. Et comme par hasard, c'est intéressant de voir que le mot spirale est spirituel. On voit bien que la racine à l'intérieur, et même le mot inspirer, expirer, il y a toujours le mot spirale dedans. Donc, et surtout spirit, spirale, donc tout ça, ça se joue au niveau des spirales. Là, il y a un point qui est assez important parce que nous allons, tout au cours de la conférence, parler enfin, je vais utiliser des mots et j'appelle ça la langue des oiseaux. C'est-à-dire, les alchimistes, ils utilisaient une méthode pour crypter des mots. Donc, c'est-à-dire que les mots que nous connaissons en français, donc, et même ça marche aussi en anglais, il y a des codes en allemand, en anglais, nous verrons quelques exemples. Donc, c'est-à-dire les mots, ils ne doivent plus être
et ils doivent être plus lus, c'est-à-dire si maintenant j'étais à l'école, on me dit tel mot, ça s'écrit comme ça, et ça veut dire ça, bon ça c'est une version, mais après si je les écoute, c'est pour ça que ça s'appelle aussi la langue des oiseaux, si j'écoute, et je les coupe aux syllabes d'une autre manière, j'entends quelque chose d'autre. Et là il y a des codes, donc, et pour moi une des langues les plus codifiées, une des plus importantes à notre époque, parce que si on parle de langue ésotérique, on pourrait parler de l'hébreu, du grec, du latin. Et puis alors la question c'est de dire, mais après le latin, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre langue plus moderne qui aurait été aussi donc qui aurait été construite avec plein de symboles ésotériques à l'intérieur, et pour moi c'est indéniablement le français. Donc c'est pour moi la langue la plus riche, et c'est peut-être pas un hasard si au XVIIIe siècle, la langue qui était plus parlée par les élites, que ce soit les Anglais, etc., c'était le français, le franc. Donc, les francs-maçons, etc. Vous allez en Russie, ou des grandes monarchies à travers l'Europe, ça parlait français, même les Américains, donc Benjamin Franklin, George Washington, ils parlaient un français courant. Donc les Français, ils devaient avoir quelque chose de particulier que les autres langues ne possédaient pas. Et c'est justement c'est lié à des secrets hermétiques, etc. Donc ici, il y a la langue des oiseaux, donc phonétique, d'entendre les mots autrement, mais il y a aussi les jeux de mots, donc le verlan, etc. Et si on parle français aujourd'hui, il y a quelques siècles en arrière, on ne disait pas je parle français, mais je parle François. C'est pour ça que le roi de France s'appelait François Ier. Et en verlan, ça donne soit franc. François, soit franc. Alors la question, donc, si maintenant je suis en quête de vérité, si je veux découvrir une, entre guillemets, possible vérité, quelle est la personne avec laquelle je dois être le plus franc? C'est avec moi-même. Parce que si je me mens à moi-même, je ne pourrai jamais trouver une vérité, bien sûr. Et donc, c'est bien sûr cette franchise qui affranchira la personne, etc. Donc, un peu d'astrothéologie, c'est-à-dire faire des liens entre l'astronomie, les mythologies, etc. Mais là, j'ai juste mis ça pour montrer combien grand nous sommes dans l'univers. Donc, on voit bien un petit peu, ça c'est juste un petit exemple où je montre l'ordre de grandeur de tout notre système solaire, c'est-à-dire les planètes, donc la planète Terre qui devient un peu insignifiante à côté de Jupiter, et on continue bien sûr, donc Jupiter qui devient insignifiant à côté du Soleil, la Terre on en parle déjà presque plus, alors imaginez l'homme qui se trouve dessus, et là ça va plus loin bien sûr, puisqu'on a ici notre Soleil avec d'autres soleils dans d'autres systèmes solaires, etc. Donc on voit que ça, et c'est pas fini parce que ça devient toujours pire. Donc ici, dans la constellation d'Orion, un soleil qui s'appelle Betelgeuse, et donc ici notre soleil qui représente 1 pixel, et pour qu'on voie le soleil, c'est 4 pixels. Donc ce serait encore moins que ce qu'on voit là, notre soleil à nous. Voilà, donc on voit combien l'homme, qui se prend être le roi du monde, le roi de l'univers, etc., combien il est insignifiant par rapport à ce tout. Et pourtant, il a quand même un rôle très important à jouer dans cette histoire. Là, je vous laisse un peu lire, comme ça je peux aussi un peu ménager ma voix. Donc cette fameuse phrase qui est tirée du livre d'Émeraude d'Ernest Trismégiste, donc un texte très important pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Puis là, on a un exemple assez flagrant, toujours par rapport à l'atome, comme il est décrit, comme il nous est décrit, et notre système solaire. Et ça va beaucoup plus loin, bien sûr. Voilà, là, on a un bel exemple d'astrophéologie, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir faire un lien entre l'astronomie et nos mythologies, nos religions. Alors ici, on a donc une belle phrase qui vient de Russie, donc l'amour d'une mer remonte des profondeurs de l'océan. Ici, nous avons donc notre planète, la Terre, dans sa version, on va dire, officielle, comme elle est décrite. Certaines personnes nous parlent d'une terre creuse. Moi, je serais plutôt tenté de rester quand même sur cette version-là, parce qu'il y a toute l'importance aussi par rapport à son cœur, au noyau. Et donc, si maintenant je prends notre planète comme elle est montrée là, quel personnage ici on pourrait mettre qui représenterait la Terre, connu dans la mythologie ou dans les religions? Et là, je vous pose la question, qui est-ce qui va apparaître ici sur ma droite, sur votre gauche? Un personnage hyper connu, surtout ici. Pardon? La Vierge Marie. Voilà. La Vierge Marie. Et alors,
c'est culotté de dire un truc pareil. On va dire c'est bien sûr très très culotté, mais si on regarde les images, et on les interprète bien sûr, ici nous nous trouvons devant un corps céleste féminin, un corps humain féminin, le voile bleu très large, très grand, donc qui représenterait la masse, les océans de la planète, donc qui ont une couleur bleue verdâtre. Le voile blanc qui est beaucoup plus petit, donc qui représente le voile nuageux sur la planète. Ensuite, nous avons en dessous de la poutre terrestre toute une zone qu'on appelle le manteau de la planète. Bien sûr, le manteau ici aussi il est rouge. Et bien sûr, au milieu, le cœur qui brûle. Et donc, nous avons la même image de notre planète. Et là, de nouveau, on désacralise un petit peu le personnage, qui est pour moi donc plutôt une légende, parce que si on prend dans l'histoire, on a des déesses, Cybèle, Isis, etc. Et pourquoi pas dire, ben là, c'est une continuité. Et là, on sacralise quelque chose qui est beaucoup plus important, parce que ça, c'est notre vrai mère à tous, pour commencer, avec sa conscience, etc. Il nous a créé à son image. Et on va voir aussi que les lois qui régissent autour de notre planète, les lois physiques, etc., ben, elles s'appliquent exactement sur nous. Ici, donc, on a une version qui vient des pays en Russie, par là, donc orthodoxe. Et là, on voit bien la Vierge, donc traditionnellement, on la voit plus souvent, l'enfant, on le voit sur le genou de sa mère, surtout dans les églises chrétiennes, ici en Europe. Enfin, pardon, je ne suis pas ici à l'époque. Ok. Chez nous en Europe, donc, mais aussi sûrement ici, on voit